Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir fait l'effort d'être présent aujourd'hui. On a eu beaucoup d'émissions entre hier et aujourd'hui, enfin des personnes excusées, liées au contexte actuel. Donc, nous allons tenir notre assemblée générale. Le quorum est là, donc nous pourrons délibérer de manière régulière sur les résolutions qu'il y a à prendre. En premier lieu, je vais demander à Anthony Buja, qui l'a accepté déjà, d'être notre secrétaire de séance. Merci Anthony. Donc, à l'ordre du jour de cette assemblée générale, donc il y a le premier point qui est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 mars 2022. Ensuite, je passerai la parole à Laurent pour faire un rapport sur l'activité de l'association sur l'exercice 2022 avec son rapport moral et financier avec Michel, notre trésorier, qui exposera la situation de l'association et son activité au cours de l'exercice écoulé. Ensuite, je passerai la parole au commissaire aux comptes, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'association, un rapport spécial sur les conventions visées à l'article L612.5 du Code de commerce. Ensuite, je soumettrai à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux membres du conseil d'administration. Ensuite, une résolution pour affecter le résultat de cet exercice. L'approbation des conventions relevant de l'article L612.5 du Code de commerce et les pouvoirs en vue des formalités. Ensuite, nous aurons une séance de questions diverses. Une conclusion que je ne ferai pas de conclusion à cette Assemblée générale, je la réserverai comme l'année dernière, après les débats du printemps sur le financement de l'innovation pour accélérer les transitions. Je profite de cette introduction pour remercier la présence de l'État avec M. David Brook de la DRAF de Nouvelle-Aquitaine, Laura Graal de la région Nouvelle-Aquitaine, Isabelle Gardien, Marion Auguste et Jérôme Papillon, je crois, ne sont pas là, ils sont excusés, et Cédric Lemaître de la région Occitanie. Je vais maintenant, vous avez tous reçu le PV de l'AGO et AGE de l'exercice 2021. Donc, je le soumets. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce procès-verbal? Non, pas de questions. Donc, je le soumets à votre approbation. Qui s'oppose à ce procès-verbal? Qui s'abstient? Donc, merci de votre confiance. Il est adopté à l'unanimité. Merci. Laurent? Merci. Donc, on va passer au rapport moral. Je vais juste demander à la régie si c'est possible d'avoir les retours écran parce que sinon, je vais être obligé de vous tourner le dos systématiquement. Donc, le rapport moral, je vais aller un peu plus vite que prévu, à la fois pour tenir le timing et puis aussi parce que vous avez tous le bilan moral et financier sur ma papier. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est en gros ce que vous avez dans votre document. Je vais simplement ralentir sur certains points plus importants que d'autres. Alors le premier point, je vais surtout, pour ceux qui viennent ou qu'on voit qu'une fois par an, je vais le présenter sous les quatre axes de notre feuille de route qu'on appelle phase 4. Donc un premier axe sur l'environnement du pôle, un deuxième axe sur ce qu'on appelle l'usine à projet et le développement des entreprises adhérentes, un troisième axe sur l'Europe et puis on terminera par la partie financière. Donc concernant les adhérents, donc cette année, l'année dernière a été encore une année
en croissance, modérée mais en croissance. Vous voyez avec 430 adhérents, un peu plus de 80 adhérents nouveaux, donc ce qui est intéressant, mais ce qui montre aussi que par rapport au Delta, on a aussi un certain nombre d'adhérents qui sortent. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi on voit que la dynamique elle est beaucoup portée par les PME. On reste un pôle de petites et moyennes entreprises, puisqu'elle concerne plus de 66% de nos adhérents complets. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Par ailleurs, en termes de répartition géographique, là aussi vous l'avez, on a toujours pas une majorité aujourd'hui, la moitié de nos adhérents qui sont sur l'Occitanie, un gros tiers sur la Nouvelle-Aquitaine et le reste sur d'autres territoires, même si l'autre territoire ne signifie pas uniquement des entreprises qui sont hors zone. Souvent, la plupart d'entre elles, organismes, entreprises, ont une activité sur nos territoires. Concernant nos services et puis les actions qu'on a réalisées, donc la plus grosse partie de nos actions collectives concerne l'animation du réseau. Donc l'animation passe par un certain nombre d'événements. Vous le voyez encore l'année dernière, on a réalisé pratiquement 90 événements, certains organisés directement par le pôle, d'autres en collaboration. C'est beaucoup, donc on va essayer de modérer ça, mais ça rassemble aussi beaucoup de participants, près de 5000 personnes, et vous le voyez, aussi bien des parties en présentiel qu'en distanciel encore, ça reste des modalités aujourd'hui d'animation qui sont importantes. Là je vais passer, vous les avez dans votre bilan moral et financier, vous avez la liste des événements, vous avez quelques focus aussi sur certains événements clés. Je vais juste vous dire que l'année dernière, on a fait pas mal de salons. C'est une demande que vous avez de plus en plus pour vous accompagner soit sur des salons thématiques, soit pour que le pôle représente les adhérents et les tailles critiques aussi que vous représentez dans certains salons. Je vais mentionner le CFIA et en profiter aussi pour saluer nos collègues de Valorial qui sont présents dans la salle, puisque le CFIA, c'est un salon et une marque qui est présente tous les ans sur Rennes et puis qui essaye de se délocaliser avec un salon en région. Et à Toulouse, l'année dernière, ils ont fait leur première. Et on a été très présent pour un village innovation. Ça a été aussi le cas sur le CIMA, donc le Salon du machinisme agricole, qui a fêté ses 100 ans et sur lequel également on était relativement présent sur des animations et autres. Deux programmes aussi sur lesquels je voulais m'arrêter. Donc là, dans l'animation du réseau, on est force de proposition sur certaines thématiques, notamment sur deux thématiques sur lesquelles je pense que vous avez passé pas mal d'informations. La première, c'est tout ce qui concerne les alternatives aux pesticides et aux antibiotiques pour la partie animale, avec un programme plutôt focalisé sur la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Biosolutiona, qui concerne à la fois l'animation d'un cluster thématique sur le sujet, qui rassemble pratiquement une centaine de membres, entreprises, laboratoires de recherche, centres techniques, néo-aquitains sur cette thématique, pour faire avancer la science et le développement des solutions. Et le deuxième, c'est la coordination pour le compte de la région, en Nouvelle-Aquitaine, de la feuille de route régionale biocontrôle et biosolutions, donc portée politiquement par la région et l'État, mais coordonnée par le pôle de compétitivité, avec un certain nombre d'axes. Là aussi, vous avez quelques informations dans vos documents. Et le deuxième, et pas des moindres, c'est Solnovo. Donc c'est un gros programme qui est encore en cours de structuration sur un programme de démonstration de transition vers l'agriculture régénératrice des sols. C'est un programme sur lequel, là aussi, on y met beaucoup de moyens, alors plus là cette fois-ci en autofinancement du pôle, pour pouvoir œuvrer à démontrer autour de collectifs d'agriculteurs qu'on est capable d'accélérer les transitions par des modalités précises, notamment d'accompagnement financier, technique, formation, et aussi tout un pool d'acteurs qui vont faciliter les transitions, notamment en essayant de faire financer ces transitions agroécologiques par le secteur privé pour la contribution qu'elles peuvent apporter, par exemple sur le carbone, la biodiversité ou l'eau encore. Voilà, finalement j'ai tout dit par rapport à ces éléments-là, donc je vais passer ces slides. Je reviendrai sur Solnovo en toute fin de présentation. Si j'oublie et si on n'a pas le temps, juste pour vous dire quand même qu'on va, si vous êtes intéressé aussi en tant qu'acteur personnel ou professionnel par rapport à l'organisme que vous représentez, on a sélectionné une toute petite dizaine de projets d'agriculteurs, donc ça représente un peu plus de 150 agriculteurs sur les deux régions. On va lancer une campagne de financement participatif au travers de la plateforme Mimosa. Florian Breton, qui en est le fondateur et le président, sera d'ailleurs là tout à l'heure sur la deuxième table ronde. Et l'idée, c'est de pouvoir justement compter sur les contributions privées pour financer ces projets et les aider justement à réaliser leur transition agroécologique et la maîtrise des pratiques d'agriculture régénératrice.
2 autres programmes dont on vous a déjà parlé les années précédentes, qui continuent toujours. Vitirev en Nouvelle-Aquitaine sur, là également, une diminution de l'utilisation, voire la sortie des phytos dans le secteur viticole en Nouvelle-Aquitaine, porté par la région. Et Occitanum, un programme sur le numérique et l'agriculture côté Occitanie, porté par l'INRAE. Dernier point, c'est concernant donc un baromètre de l'innovation. Là, j'en parle pas trop. On va vous le présenter de manière beaucoup plus forte lors de la rentrée du pôle en septembre. C'est un baromètre auquel on s'est associé, qui est porté donc par 3 entités, avec Valorial, KPMG et Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc on est heureux de rentrer avec Valorial et KPMG, qui ont l'habitude de faire un baromètre sur l'innovation depuis plusieurs années. Et cette année, le baromètre sera sur le sujet de la RSE et de l'innovation, de l'innovation et de la RSE. Donc on a plus d'une centaine d'acteurs qui ont été interviewés ou qui ont participé aux enquêtes. Et il y a des choses très intéressantes sur ces 2 thématiques. Donc on vous présentera plus en détail au mois de septembre. J'en viens à l'environnement du pôle. Donc là, je ne vais pas trop vous embêter par rapport à ça. C'est simplement pour vous dire que le pôle, il n'est pas tout seul. Il est dans un écosystème d'autres acteurs, que ce soit des organismes clusters et pôles de compétitivité comme nous, mais aussi d'autres qui peuvent être des organismes professionnels. Donc vous avez la liste sur ces 2 slides. Sur la gauche, ce sont vraiment des partenariats, donc des conventions qu'on a signées avec un certain nombre d'acteurs. Sur la droite, c'est le pôle qui adhère à certains collectifs, à certaines associations. Ça peut être à l'échelle locale, nationale, sur lequel on va faire rayonner finalement notre écosystème, notre environnement à une échelle extraterritoriale. Les autres partenaires sur lesquels il y a moins de formalisme, je reviendrai également dessus. On est partie prenante de 4 chaires d'entreprises qui sont sur notre territoire et portées par des écoles d'ingénieurs ou des universités sur notre territoire, et également de 2 dispositifs sur lesquels je reviendrai, de labellisation d'entreprises, qui sont des dispositifs nationaux par rapport à des startups ou des PME qui cherchent notamment des levées de fonds. Et bien évidemment, Valorial, qui en tant que tel est un partenaire clé. Donc je remercie Jean-Luc Perrault, son directeur, qui est présent, et Serge Mabot, un membre du bureau, parce que tout simplement avec Valorial, on partage la même stratégie, notamment les 6 domaines d'innovation prioritaires que nous avons. Et puis à côté de ça, il y a toute une déclinaison opérationnelle sur les différentes équipes, direction générale, projet, Europe et autres, qui nous permet de se benchmarker et d'avancer beaucoup plus efficacement ensemble sur un certain nombre de sujets. Vous les avez là par rapport à ces sujets. Donc on fait des journées communes, et notamment sur l'Europe aussi, on est dans un même projet, Aurora, que je vais détailler tout à l'heure. Voilà pour la partie donc externe du pôle. Et pour son organisation, vous verrez tout à l'heure en fin de printemps toute l'équipe. Il y a eu pas mal de renouvellements l'année dernière suite à des départs et donc des arrivées. Donc on est une petite vingtaine de personnes. Vous allez tous nous reconnaître, on a tous des chasubles bleu clair. Donc n'hésitez pas aussi de nous solliciter, que ce soit sur des équipes donc de réseau, communication, projet, croissance ou Europe. On sera aussi à votre disposition pour l'après-midi si vous avez besoin de discuter avec nous. Et puis je termine par les relais locaux, qui sont un dispositif qui reste également actif. Vous le savez, le pôle, c'est une petite équipe, c'est aussi un très grand territoire. Donc on a ce dispositif des relais locaux qui nous permet de pouvoir parler du pôle sur les territoires au travers d'un relais local. Vous avez les logos de ces relais locaux, c'est encore beaucoup de CCI, mais c'est aussi des chambres d'agriculture ou des associations d'innovation sur les différents départements. J'en viens à l'usine à projet et à produit. Donc c'est le 2e volet de notre feuille de route. Donc sur cette partie-là, ce qu'il faut dire, c'est que là également, on a eu, grâce à la fois à l'accompagnement du pôle et à toutes les animations qu'on a fait, et aussi au grand dispositif France 2030 qui a démarré vraiment pleinement en 2022, une grosse activité projet. Donc ça se traduit donc par le bilan que vous avez sur la droite, avec une forte augmentation du nombre de projets aussi bien labellisés, c'est la barre jaune, que des projets, pardon, c'est jaune et verte, excusez-moi, que des projets qui sont tout simplement instruits. Alors certains ne sont pas labellisés, mais en tout cas l'activité a été très très forte. Et le taux de labellisation a été autour de 3/4 pour les projets qu'on appelle compétitifs, donc avec un objectif de marché court terme après le projet. Concernant les domaines
sur lesquels ils sont positionnés, ces projets. Là aussi, vous avez sur le graphique de gauche la répartition par domaine d'innovation prioritaire. Ce qui est plutôt en vert concerne les domaines d'innovation prioritaire plutôt de l'amont, l'agriculture. Et vous voyez qu'ils représentent quand même 3/4 de nos thématiques. Donc ça reste encore beaucoup ces sujets-là qui portent les projets. Et pour le reste, on est plutôt sur l'aval pour 1/4 des projets, donc plutôt bioéconomie ou offre alimentaire et usage et services alimentaires. Et puis en termes de financement, là je ne vais pas rentrer dans le détail, la partie rose que vous avez, c'est les financements des projets pré-compétitifs, c'est l'Association nationale de la recherche, donc c'est des projets qui sont portés plutôt par les laboratoires de recherche, il y en a beaucoup. Et pour le reste, ce qui est en vert, c'est essentiellement donc, les dispositifs France 2030 qui sont coordonnés par BPI France. Et on en a d'autres qui sont sur des projets européens, des projets régionaux, qui restent aussi dans la panoplie des portefeuilles de financement possibles. Concernant les financements, justement, donc, vous le voyez là aussi, certains projets, il y a plus de projets qui sont financés, donc on va être probablement autour d'une vingtaine de projets qui sont financés, et c'est surtout ce que vous voyez sur le graphique de droite, le montant d'aide à la fois par le nombre de projets, mais aussi par l'ambition de chacun d'entre eux a fortement augmenté, puisqu'on est maintenant sur quelque chose qui ressemble plus à des années précédentes, au-delà d'ailleurs de 2008, qui tournait autour de 15 à 20 millions d'euros par an d'aide obtenue parmi les projets qu'on a labellisés. Ce qui veut dire aussi, à chaque fois c'est bien de le redire, que le montant équivalent, dans la plupart des cas, est aussi porté par l'autofinancement des propres partenaires de ces projets. Un slide que je vais expliquer rapidement sans trop rentrer dans le détail. Les petits points roses que vous avez, c'est simplement pour vous dire que si je pars du graphique en bas, vous avez donc les projets qui ne sont pas labellisés ou qui ne sont pas accompagnés ont un taux de succès sur les appels à projets auxquels ils candidatent en termes de financement de 30%. Lorsque on obtient le label, on passe à 52%. Donc le label a une importance dans les appels à projets. Ça augmente quand même significativement la chance ou le taux de succès au financement du projet. Et si je parle cette fois-ci de l'accompagnement, c'est-à-dire le projet en amont de sa structuration et de sa labellisation peut être accompagné par l'équipe du pôle. Dans ce cas-là, on passe à 80%. Donc je vais vous dire, et on va vous dire et vous redire que c'est très important d'être accompagné parce que on sait faire l'accompagnement, on sait ce que demandent les financeurs publics et les appels à projets. Et aussi, ensuite, par le comité de labellisation, il y a une double, j'allais dire, qualification du projet et de son intérêt vis-à-vis du financeur public. Donc ce qui permet d'augmenter significativement le taux de succès. Donc non pas au label, à la labellisation, mais bien au financement du projet. Donc 8 projets sur 10, en gros, qui sont accompagnés et financés, et labellisés, sont financés. Et le petit 100%, c'est simplement que l'année dernière, on ne va pas trop s'en vanter, mais effectivement, tous les projets qui ont été labellisés et accompagnés ont été financés. Là, je vais les passer, vous les avez dans votre bilan moral et financier. C'est une photographie des typologies de projets que nous avons labellisés ou accompagnés, ou les deux. Vous pourrez voir qu'il y a des projets qui sont collaboratifs, d'autres qui sont individuels, des très gros, des plus petits, différentes thématiques. Voilà, redire aussi qu'il n'y a pas de projets type, ils sont tous accessibles à différents appels à projets. Donc pensez d'abord à votre projet et ensuite, et d'ailleurs on le verra tout à l'heure dans la table ronde de tout à l'heure, les dispositifs financiers aujourd'hui existent. Donc ne craignez pas de ne pas avoir un projet adapté à un dispositif. Il y a en gros ce qu'il faut au niveau national, européen ou régional pour pouvoir financer votre projet. J'en arrive au deuxième point concernant donc les accompagnements, cette fois-ci ce qu'on appelle l'accompagnement croissance, qui est l'accompagnement plutôt des entreprises, donc qui est porté par l'équipe développement des entreprises adhérentes. Donc là, juste pour vous dire, ça concerne donc à la fois de l'accompagnement, mais aussi des dispositifs de partenariat avec donc un certain nombre de membres qui sont présents ici et cet après-midi. Donc je remercie beaucoup les membres du Club Expert. Donc vous les avez là, ils sont 6. Ils nous aident et on les rend visibles par rapport à l'activité du pôle. Ils sont sur des thématiques et des compétences complémentaires à celles de l'équipe, et ce qui permet en fait d'élargir le champ des compétences du pôle dans son ensemble au travers de leurs expertises et de leurs prestations.
Et puis également donc, des partenaires avec lesquels nous avons soit très récemment noué un nouveau partenariat, c'est le cas de Groupama, et deux autres, deux caisses régionales du Crédit Agricole, Aquitaine et Normandie-Pyrénées, pour lesquels on a un partenariat plus ancien et qui soutiennent du coup notre activité et un certain nombre de thématiques que nous portons. Concernant cette équipe, donc il y a deux volets qu'ils mettent beaucoup en avant. Le premier, c'est l'offre challenge. Vous en avez là aussi peut-être entendu parler. Donc l'idée, c'est de pouvoir profiter du pôle de compétitivité comme un porte-voix de vos problématiques industrielles, par exemple, ou voire des problématiques qui peuvent être de recherche, pour accélérer la capacité finalement de résonance d'un réseau et de dire, ben voilà, il y a un adhérent dans le réseau qui a une problématique. On va lancer ce challenge pour voir s'il y a des adhérents ou d'ailleurs des gens qui ne sont pas forcément adhérents qui ont des solutions et qui peuvent y répondre. Le pôle organise tout le processus pour pouvoir organiser ces challenges, expertiser les projets. Et on le fait donc dans le cadre de certains projets comme Occitanum. Il y a eu des challenges qui ont été portés l'année dernière sur l'arboriculture, sur les 3 thématiques que vous avez encadrées et qui ont permis de sélectionner des entreprises pour pouvoir solutionner les problématiques citées ici. Et c'est le cas également donc, avec NégosUp, qui est donc le réseau des négoces nationaux, sur lequel on a eu quelque chose, là aussi, cette fois-ci, d'ambition nationale pour porter des illustrations de travail d'une start-up avec un négoce, et donc à la clé, un prix, une dotation pour les lauréats, pour 3 lauréats qui sont élus. Il y a une édition 2023 qui est en cours. Donc si vous avez ces problématiques, n'hésitez pas à nous solliciter parce que c'est quelque chose qu'on sait faire, qui a une certaine efficacité par rapport aux problématiques qui sont portées. Le reste, c'est beaucoup d'accompagnement individuel, donc sur différentes thématiques que vous avez là aussi à l'écran, marketing stratégique, business développement, levée de fonds et open innovation. Donc c'est un peu comme pour les projets, on reste sur un trend relativement classique par rapport aux années précédentes. Et puis, des labels, cette fois-ci d'entreprise, ce ne sont pas des labels du pôle de compétitivité en tant que tel, ce sont des labels nationaux qui sont portés par des consortiums. Donc on est présent sur 2 consortiums, un qui s'appelle Agrio, qui est un dispositif de labellisation pour des startups de moins de 3 ans, spécifiquement sur le secteur agricole et agroalimentaire, dans une optique d'être visible par rapport notamment à BPI France pour pouvoir lever donc, un certain nombre de fonds en obligations convertibles. Et le deuxième dispositif est un dispositif un peu plus ouvert sur des PME, porté par donc iFrance, qui est un dispositif et une marque de l'AFPC, l'Association française des pôles de compétitivité, et pour lequel l'objectif est le même, c'est-à-dire de rendre visibles des entreprises auprès d'investisseurs, donc là en l'occurrence France Angels et France Invest, pour pouvoir ensuite rentrer dans une mécanique peut-être plus visible et plus efficace de levée de fonds. Et pour s'auto-congratuler de tout ça, il est à noter qu'il y a eu cette année, donc au mois d'avril, une première vague qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture de 20 startups, on va dire, à connaître et à suivre dans l'environnement donc French Tech, donc qui s'appelle Agri20. Et parmi les 21 entreprises sélectionnées, on en a la moitié qui sont adhérentes du pôle. Donc beaucoup d'entre elles sont présentes ici. Donc merci à vous. Et puis pour dire que derrière ça, ce n'est pas forcément le pôle qui fait que les entreprises performent ou se développent. C'est tout un écosystème qui est autour d'elles qui fait qu'elles arrivent effectivement à se développer. Mais vous voyez quand même, il y a quelques chiffres intéressants, à la fois de levée de fonds, mais aussi d'attractivité territoriale ou de scale-up industriel qu'elles sont en train de parcourir. J'en arrive à la 3e dimension, je vais contrôler juste l'heure, bon ça va, on est dans les temps, qui est la dimension européenne. Donc c'est le 3e volet. Vous savez que là aussi sur la phase 4, c'était un volet nouveau de l'État et des régions pour les pôles de compétitivité qui souhaitaient qu'on renforce cette dimension européenne. Donc sur ce point-là, là aussi peut-être comme il est nouveau, vraiment vous dire, et on vous le dira là aussi tout à l'heure sur la table ronde, que les dispositifs européens, certes, peuvent paraître très loin, très compliqués, très difficiles à avoir,
c'est pas forcément toujours le cas. Plus on rentre dans ce détail-là et plus on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs, de tuyaux, si je peux le dire un peu vulgairement, qui permettent de financer des projets et qui ne sont pas forcément connus de tous, ce qui fait que le taux de succès est quand même plus facile, est plus élevé que les très gros projets européens que l'on voit et sur lesquels forcément il y a beaucoup plus de communication. Donc notre action, c'est vraiment de dire on est au service, on est à votre service pour justement vous aiguiller dans ces appels à projets. Alors ça peut être du montage de projets, mais ça peut être aussi trouver des partenaires dans des pays européens, parce que vous avez envie d'innover ou vous innovez peut-être déjà avec des partenaires européens, et c'est la bonne manière de le faire au travers de projets européens. Mais ça peut être aussi par exemple pour donc des entreprises, des labos ou des collectivités, de trouver aussi d'autres collectivités qui peuvent être intéressées aux mêmes thématiques que vous au niveau de leur territoire. Et donc ça, on le réalise au travers de, je vais revenir en arrière, au travers de réseaux thématiques dans lesquels il faut s'investir. Ça prend du temps, on y est, mais certains projets du coup que je vais vous présenter tout à l'heure découlent directement de notre présence dans ces réseaux-là. Ça je vais passer, c'est juste pour vous dire aussi qu'au niveau des événements, on essaye de plus en plus de porter ces thématiques Europe dans des événements classiques, tout simplement pour dire que voilà, ça participe aussi à l'animation du pôle et de notre territoire. Donc concernant la structuration du réseau, aujourd'hui le pôle c'est à peu près 28 partenaires européens comme nous, c'est-à-dire des clusters d'innovation ou des clusters d'entreprises dans différents pays européens, notamment avec un focus plutôt sud-ouest, tout simplement parce que il y a une région européenne entre la France, le Portugal et l'Espagne, donc on a un peu ce focus-là. Mais on essaye justement de s'élargir, notamment au travers d'un projet du côté du nord de l'Europe. Et puis après, derrière, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de rendre visible le pôle, c'est du lobbying, c'est de l'influence au travers donc, de la Commission européenne et des différentes directions. Donc l'année dernière, on a particulièrement œuvré sur la partie robotique agricole et le sol, dans le cadre justement des thématiques que l'on porte aussi territorialement, pour présenter tout simplement qu'il y a des choses qui se font dans le sud-ouest et sur lesquelles on peut être pertinent. Je souligne également, et on remercie aussi les régions pour donner accès, et notamment au bureau des régions à Bruxelles qui nous aident beaucoup dans la mutualisation de moyens, parce que tout simplement c'est vrai que les contacts sont quand même beaucoup plus facilités et faciles au travers d'eux pour rencontrer les bonnes personnes dans les différentes directions. Cette mutualisation de moyens est également réalisée avec Valorial. Concernant les projets européens, alors ceux qui sont terminés, je crois qu'on vous en avait déjà parlé à l'AG précédente, donc parce qu'ils ont été sur 2 années. Il y a eu des petits projets transfrontaliers entre la France et l'Espagne. Agrotic Hub sur la partie agroalimentaire et numérique entre la Nouvelle-Aquitaine, le Pays Basque et la Navarre. Donc ça a permis de rencontrer des clusters du côté espagnol et côté plutôt occitan, Baléares et Catalogne. C'était un projet plutôt sur l'eau qui là aussi a été intéressant avec des partenaires sur lesquels on essaye aussi de continuer à travailler sur ce sujet puisque vous le savez tous, il est quand même très très important et on peut sans doute apprendre beaucoup de nos collègues et partenaires espagnols sur cette thématique-là. D'autres projets terminés, on a essayé de faire une suite à Diva qu'on a appelée Diva X. C'est juste pour vous dire que des fois, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses qui peuvent paraître très complexes au niveau européen. Il s'est agi en fait de faire un mini salon en virtuel sur le numérique et l'agriculture et ensuite de voir si on pouvait avoir un processus, je fais simple, mais un processus de montage de projets accéléré au travers de personnes et d'entreprises qui auraient sollicité effectivement et qui auraient trouvé des partenaires au travers de cette conférence et de ce salon virtuel. Donc ça a été le cas, c'est ce que vous voyez sur la droite. Il y a eu 9 idées de projets qui ont émergé. Et puis finalement, il va y avoir 2 entreprises qui vont aller dans des projets européens. Juste pour vous dire, c'est que même si vous voyez 180 personnes étaient présentes, 22 pays, ça peut paraître... on est tout petit par rapport à tout ça, mais n'empêche que ces entreprises-là sont dans des projets pour être financées potentiellement à 100% par rapport à leur projet d'innovation. Un est déjà financé et en cours, et pour le deuxième, il est en cours de dépôt. Voilà, et pour les projets qui sont en cours, donc il y en a 2. Aurora, qui est financé avec notamment Valorial, qui est le leader, qui est plutôt un projet d'interclustering, donc avec d'autres
partenaires européens sur la thématique donc, de la qualité alimentaire, sécurité alimentaire. Je vous donne juste quelques infos. On a fait et on a aidé à réaliser notamment une internationalisation, je mets ça entre guillemets, d'un salon que certains connaissent qui s'appelle les Journées Aliments Santé en 2022, sur lequel on a organisé pour eux donc, 2 événements avec justement des clusters européens pour parler innovation, nutrition à cette échelle-là, donc avec ses partenaires. Et puis sur le deuxième projet qui a tout juste démarré en 2022, il a été officialisé, le démarrage a officialisé en décembre 2022. Il va vraiment prendre sa pleine dimension cette année-là. C'est un programme sur usine du futur agroalimentaire, là aussi avec beaucoup de partenaires, notamment de l'Europe du Nord. Et ce que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle du cascade funding. On va y revenir aussi sur les tables rondes. C'est la possibilité dans le cadre de ce programme, de créer des propres appels à projets pour des entreprises innovantes qui voudraient avoir des tickets entre 20, 30 ou 60 000 euros pour pouvoir financer leurs innovations. Et donc ça devrait sortir d'ici le mois de juin par rapport à cette phase d'appel à projet. Donc on vous tiendra au courant. Et on en a déposé aussi, puisqu'il faut en déposer. Donc il y en a 3 qui ont été déposés l'année dernière, en dehors de ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc des gros projets de réseau européen sur le digital qui s'appellent des European Digital Innovation Hub. Donc chaque région en a une en France globalement. Donc celui de l'Aquitaine s'appelle Dynamique et celui d'Occitanie, Occitania. Les 2 ont été financés. Dans les 2 cas, on est partenaire. Dans l'un, on est partenaire, ce qu'on appelle associé, donc on ne sera pas financé. Dans l'autre, on est partenaire et on sera financé. Et puis un qui est encore en cours d'instruction, Sésame, qui travaille sur, sur la partie plutôt bioéconomie et économie circulaire, où là aussi, on a un certain nombre de partenaires et on devrait avoir les résultats. On ne les a pas encore, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Donc voilà pour cette partie européenne. Juste pour conclure quand même sur cette partie européenne, parce que je n'aurai pas l'occasion de vous le dire, c'est dans la phase 5, donc c'est la phase 2023-2026 qui démarre. C'est également un volet que l'État et les régions soulignent fortement et pour lequel les pôles doivent vraiment monter en puissance. Donc voilà, l'équipe aussi se staffe par rapport aux projets qu'on réussit à obtenir et c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus régulièrement par rapport à alors à la fois à des projets européens sur lesquels vous pouvez aller, à des missions à l'échelle européenne sur lesquelles vous pouvez participer ou aussi des missions d'accueil que l'on peut faire pour des délégations de pays étrangers qui viennent voir ce qui se passe ici et c'est aussi des sources de partenariats potentiels. J'en viens au modèle économique sur le dernier slide et puis après on pourra passer à la partie financière, au bilan financier. Juste pour vous dire que donc sur le modèle économique, on était dans la dernière année de ce qu'on appelle donc la phase 4 des pôles de compétitivité sur lequel on connaissait un désengagement progressif de l'État donc à hauteur de 50% de cette dotation progressive sur les 4 ans. Donc ça s'est confirmé avec du coup une diminution des subventions de fonctionnement. Elles sont passées de 44 à 41%. On a réussi à stabiliser donc le reste par d'autres typologies de ressources, notamment des ressources privées ou des actions que nous avons proposées, type des programmes, des projets européens, pour pouvoir donc réaliser finalement un exercice stable. Et je laisserai donc le trésorier nous en parler tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Sur le bilan moral, je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Donc je vais appeler Michel Roux, notre trésorier, et Monsieur Dufaux, notre commissaire aux comptes, à nous joindre pour la partie du rapport financier. Michel, je te laisse le micro. Ça marche, ça ? Donc bonjour à tous, tout d'abord. Alors, le mot du trésorier est une introduction à une présentation un peu plus détaillée de Laurent tout à l'heure, mais je souhaite insister sur quelques points. Alors, bien gérer, c'est une chose, mais sans partenaire public et sans partenaire privé, on ne serait pas en mesure d'assurer les ambitions financières du pôle et donc les objectifs. Donc, je voudrais remercier tout d'abord les représentants des régions qui sont nos interlocuteurs permanents. Donc, Jérôme Papillon, qui n'est pas là, je crois, qui est excusé, et Cédric Lemaître, qui sont nos interlocuteurs permanents au niveau des 2 régions. Je remercie aussi chaleureusement le SICOVAL,
qui, tant d'un point de vue pratique pour nos bureaux que d'un point de vue subvention, est une aide extrêmement précieuse pour le pôle. Et puis, bien sûr, toutes les communautés territoriales qui nous aident aussi par leur financement. Je remercie aussi Laurent et le professionnalisme de l'équipe qui non seulement aide à une bonne gestion, mais en rapport des objectifs qui vous ont été présentés. Parce que si on n'atteint pas les objectifs, ce n'est pas le tout de bien gérer, ça ne sert à rien. Et puis je remercie, dernier remerciement, notre cabinet comptable extérieur Exco, et puis bien sûr notre commissaire aux comptes que vous allez entendre tout de suite, qui sont d'une aide précieuse pour la vision des comptes. D'un point de vue contexte général, après 2 années de résultats négatifs, on enregistre notre 3e année successive de résultats positifs. Donc ça, c'est un signe de bonne santé du pôle, bien évidemment. 2022 marque un quasi-retour à la normale après les années Covid et pandémie qu'on a connues, et notamment qui affectait beaucoup la diminution des déplacements, puisque on était contraint de diminuer nos déplacements. Donc ça, vous le constaterez dans les comptes. On poursuit malheureusement la baisse des subventions publiques, 185 000 € sur 3 ans et dont 115 en 2022. Donc ça, c'est évidemment un élément très important des comptes. Et puis, ça impacte notre stratégie de développement sur les ressources privées. Ça nous conforte sur le fait que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et je remercie bien évidemment la fidélité des adhérents qui a été mise en valeur par les slides de Laurent, qui nous aident à assurer les financements privés du pôle. Et ensuite, je fais quelques remarques un peu générales. Sur le poste RH, ça a déjà été évoqué par Laurent. Vous allez constater une baisse de la ligne salaire, compte tenu d'un certain nombre de départs, et en contrepartie, une augmentation des prestations de services de recrutement, puisque l'équipe s'est complétée et étoffée. Donc, vous constaterez ces 2 lignes en évolution significative. Et enfin, dernier point général, comme précisé déjà l'an dernier, on a décidé de rembourser le PGE sur 5 ans. Et bien évidemment, compte tenu du remboursement de capital qui n'affecte pas les comptes annuels, mais la trésorerie seulement, on a seulement la partie financière qui affecte les comptes, mais elle n'est pas importante. Mais en tout cas, on assume notre remboursement de PGE normalement. Voilà pour l'introduction à faire. Merci. Pour Laurent. Merci Michel. Donc du coup, je vais rentrer un peu dans le détail, puis après je laisserai la parole à Monsieur Dufaux pour son rapport. Donc concernant les produits, là aussi vous avez tout ça dans votre bilan moral et financier. Concernant les produits, donc on termine l'année avec 1,8 million d'euros de produits. Vous avez juste éclaté donc les différentes ressources. Juste pour rentrer effectivement un peu dans le détail, on va toujours communiquer désormais sur notamment la partie droite, c'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui 2 grandes ressources qui sont les subventions publiques de fonctionnement qui représentent donc 41%. Elles ont baissé sur la période de la phase 4. Elles vont continuer probablement à baisser puisque aujourd'hui elles vont essentiellement concerner les subventions donc, de l'État et des 2 régions. Et les collectivités locales, de plus en plus, sont sur des actions qu'on va appeler spécifiques, qui sont plutôt la petite puce orange, donc, qui, elle, va augmenter. Et la deuxième ressource importante, c'est les cotisations, qui représentent 35%. Donc ces 2-là, on va quand même essayer de les stabiliser au moins en montant le plus possible. Et celles qui vont probablement augmenter dans les années futures, c'est les 2 autres, donc la partie donc, de subventions publiques sur des actions et des projets que nous allons chercher au niveau territorial, au niveau national ou au niveau européen, et les prestations de services et les partenariats privés qui ont continué à augmenter. Je pense qu'on est passé de 4% à 15% sur la période de la phase 4 et qui représente aujourd'hui 15% de nos ressources. Côté charges, donc comme l'a dit le trésorier, nos charges restent des charges de personnel pour la majeure partie, ce qui est normal par rapport à notre activité. Et on a donc, notamment si vous faites le focus par rapport aux années précédentes, effectivement, un peu plus de dépenses sur des services extérieurs, puisqu'on est revenu sur une année normale, et on a également eu un peu plus de prestations dans le cadre de certains projets qui ont démarré, notamment des projets européens, et là aussi on en aura forcément de plus en plus, ce qui expliquera que ces parties-là vont augmenter, en tout cas en pourcentage.
Sur le compte de résultat, donc on termine l'année avec donc un tout petit peu moins de 67 000 € de résultats nets. Par rapport au budget, je vous laisse lire les évolutions. Donc on est resté relativement dans l'épure budgétaire qui était prévue en début d'année dernière. Et concernant donc l'actif et le passif, alors la seule conclusion que j'ai mise, c'est peu de variations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Simplement, les années précédentes, pour ceux qui étaient aux AG, il avait fallu expliquer. On avait notamment un gros projet européen sur lequel on avait à la fois de l'encaissement et du décaissement à faire, notamment pour des partenaires, mais aussi pour des entreprises, parce qu'on finançait leurs propres projets. Désormais, c'est terminé en 2022. Donc du coup, on reste sur quelque chose qui évolue moins par rapport à l'année précédente. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Dufaux, commissaire aux comptes. Je vous remercie. Bonjour à tous. Julien Dufaux, je représente le cabinet Eurodit, commissaire aux comptes de votre pôle. Donc, comme ça a été dit par votre président, nous avons 2 rapports à vous communiquer. Le premier a trait aux comptes annuels. Donc, dans ce dernier, nous précisons que nous avons audité les comptes. Nous avons émis ce rapport le 10 mars et nous certifions les comptes purement et simplement. Donc, de notre point de vue, les comptes qui vous sont présentés et soumis à votre approbation sont réguliers, sincères et présentent une image fidèle des opérations de l'exercice. Le deuxième rapport, tant que j'y suis, ça vous permettra par l'issue de voter dessus, c'est le rapport sur les conventions réglementées. Là aussi, rien de nouveau. Comme chaque année, ce rapport mentionne l'absence de conventions réglementées. Je rappelle que les conventions réglementées sont des opérations qui seraient intervenues entre un membre ou une personne dirigeante de l'association et l'association à des conditions particulières. Il n'y a aucune opération de ce type. Je vous remercie. Merci. Donc, maintenant, on va passer à la partie... Je vais soumettre à votre approbation... Ah oui, voilà. Hop là. Il faut que je rattrape le timing, là. Hop. C'est la résolution. Donc, je vais soumettre à votre approbation les résolutions les résolutions de l'Assemblée générale ordinaire, donc la seconde résolution qui concerne l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos, le 31 décembre 2022. Donc, je la lis. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu l'exposé du président, connaissance prise du rapport sur l'activité de l'association, comprenant rapport moral et financier, exposant la situation de l'association et son activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, les 10 comptes arrêtés par le conseil d'administration se soldant par un bénéfice net comptable de 66 883,57 € et après en avoir délibéré, approuve ces comptes sans modification, ainsi que les opérations traduites par eux ou résumées dans les rapports. L'Assemblée générale donne en conséquence aux membres du conseil d'administration et à son président quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice approuvé. Donc, ce qui s'oppose à cette résolution? Qui s'abstient? Donc, elle est approuvée à l'unanimité. Merci à vous. Je passe à la troisième résolution. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu l'exposé du président et après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice, qui s'élève à 66 883,57 € en totalité au poste report à nouveau, ainsi porté de 343 138,67 € à 410 022,24 €. Donc, qui s'oppose à cette résolution? Qui s'abstient? Merci. Elle est adoptée à l'unanimité. Quatrième résolution. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce,
approuve les conclusions de ce rapport et prend acte et constate l'absence de convention visée à l'article L612-5 du Code de commerce conclu au cours de l'exercice écoulé. Qui s'oppose à cette résolution? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Tu notes, Anthony, hein? L'Assemblée générale ordinaire, dernière résolution, l'Assemblée générale ordinaire donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités nécessaires en lien avec l'adoption des résolutions ci-dessus. Qui s'oppose à cette résolution? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Quelques mots. Oui, peut-être juste un mot. On a 5 minutes, mais après, honnêtement, comme il n'y a pas eu beaucoup de café, on va peut-être laisser une bonne pause. Donc, juste 2 minutes, peut-être, Cédric, sur ce slide-là, oui, qui concerne la feuille de route 2023-2026, oui, juste pour indiquer une bonne nouvelle. Je pense que c'est à toi de l'annoncer, parce que là, c'est... Moi, peut-être juste un petit mot, hein, mais à travers ce que nous a présenté Laurent et Michel, je pense que... un grand merci à nos financeurs, bien évidemment, un grand merci aux adhérents. C'est un super boulot que vous avez fait et c'est une association saine et je crois qu'il remplit pleinement la mission qui lui est confiée par nos financeurs et par nos adhérents. Donc je voudrais qu'on dise tous ensemble un grand merci à l'équipe de Laurent qui ont œuvré pour que notre association soit au rendez-vous et dans l'état dans lequel elle est. Merci à eux. Bravo Laurent. Pierre, merci à toute l'équipe. Une petite nouvelle hier, parce qu'on a quand même une excellente nouvelle qui nous est arrivée hier. Donc la phase 5, vous savez, c'était un concours. Tout le monde n'a pas réussi. Et nous sommes... donc nous ne l'avons pas appris officiellement, hein, mais c'est un communiqué de presse qui nous a informé que nous étions bien labellisés pôle de compétitivité pour la phase 5. Donc bravo à vous. Et c'était un gros taf. Pour 4 ans, c'est bon. Merci. Voilà. Conclusion ou pas conclusion, Cédric? Sinon, on passe à la pause café. Et, il y a peut-être des questions diverses, peut-être, hein? Il y a peut-être des questions diverses. Oui. Des questions? C'est l'appel du café qui est très, très fort. Allez, la conclusion, tu l'as déjà faite, c'est ça? Oui, oui. Bon, eh bien, on y va. Café, et on se retrouve à 10h30 ici pour donc, la deuxième partie, le printemps d'Agri-Sud-Ouest Innovation. Merci à tous. Merci.